Bonsoir tout le monde. On va pouvoir démarrer cette conférence débat. Je vous remercie pour votre présence. Ça montre qu'il y a un gros intérêt. Oula. Ça montre qu'il y a un gros intérêt, pas un gros intérêt, parce que sinon, c'est pas très français. Un gros intérêt pour... Tiens. Je suis tombé celui-là. Pour ce genre d'événement à Saint-Étienne, puisque la dernière fois qu'on s'était vu, c'était pour un petit déjeuner, et on avait eu environ une cinquantaine de participants. Ce soir, on a eu 97 inscrits. Alors forcément, il y a toujours un pourcentage de pertes. Mais ça montre qu'il y a un intérêt sur ce type d'événement. Aziz, merci pour ta venue en territoire outre à 47. Je vais démarrer par une petite introduction. Alors, sur le principe, on aura eu un échange avec Aziz pendant environ 45 minutes sur les sujets qui sont sur la fiche. Ensuite, on aura un échange à un moment de questions-réponses et puis on basculera à l'étage pour la meilleure partie de la soirée. Pas forcément la plus utile, mais la meilleure. Et puis ensuite, qu'on puisse tous ensemble échanger parce que c'est vraiment le but de la rencontre. Avant de démarrer, est-ce que vous avez déjà entendu parler de coalescence ? Est-ce qu'il y a des gens qui connaissent déjà ce terme, coalescence ? Donc la coalescence, pour faire simple, parce que les définitions du questionnaire, pas forcément notre fort, c'est quand deux éléments se rencontrent et font quelque chose de mieux. Voilà, si on veut faire simple. Ce mot, il a une résonance un peu particulière ici. On est à côté du musée de la mine. Coal, en anglais, ça veut dire charbon. Et donc, au travers de la société Méthode Action Performance, on a décidé de mettre en place le type d'événement que vous vivez aujourd'hui, si possible plusieurs fois dans l'année, pour que les gens se rencontrent et fassent des choses ensemble. Donc c'est pour ça que ça s'appelle coalescence, c'est qu'on essaye de faire en sorte qu'à Saint-Étienne, on puisse aussi faire bouger les choses. Il n'y a pas de raison que les choses ne bougent que dans les grandes villes. Donc si ça vous intéresse, et pour des raisons RGPD, je dois avoir votre accord, je vous solliciterai d'autres fois dans l'année, si vous me donnez votre accord, pour pouvoir vous annoncer ce qui va suivre. On débute de la meilleure des manières, en recevant Monsieur Aziz Seni. Donc tout était déjà écrit dans la fiche, président de quartier d'affaires, entrepreneur, investisseur, auteur du livre qui s'appelle Made in banlieue, pour évoquer le fait que, malgré tout ce qu'on pense, travailler avec les grands groupes, c'est tout à fait possible. Et que développer une entreprise à travers des contrats juteux, on va dire, je pense que c'est essentiellement une question d'état d'esprit et de moyens qu'on veut se donner. Aziz, bonsoir, merci pour ta venue. Alors on va être obligé de se faire passer le micro. Plutôt que de faire une présentation un peu pompeuse de toute ta vie, de faire une biographie, on va commencer dans le vif du sujet. Après l'ascenseur social est en panne et sa version doublée, après Monte ton bise, tu as écrit le livre qui s'appelle Made in banlieue. Est-ce que tu peux nous expliquer pourquoi ? Bonsoir à toutes et à tous. Merci Mohamed, merci de votre invitation. C'est toujours un plaisir de venir à Saint-Étienne et de vous retrouver. C'est la deuxième fois que je viens dans cette salle. Mohamed m'a dit qu'il y avait une centaine d'inscrits. Vous êtes déjà nombreux et ça continue à arriver. C'est plaisant de voir que le sujet intéresse au point de venir écouter l'entrepreneur que je suis, l'investisseur que je suis, l'auteur de ce livre. C'est le quatrième. 20 ans après le premier, qui s'appelait L'ascenseur social est en panne, j'ai pris l'escalier. Et ce livre, il marche sur deux jambes. C'est un livre où je continue à raconter ce qui m'est arrivé, donc c'est un peu autobiographique. Le premier, c'était plutôt sous la forme de la success story d'un jeune de banlieue du quartier du Val-Fouré à Mantes-la-Jolie, qui est l'un des plus grands quartiers de France, jusqu'à l'arrivée à côtoyer des patrons du CAC 40, etc. Je vous invite à lire le premier opus. Dans le deuxième, c'est la dimension, elle est un petit peu plus différente. Elle est très réelle et elle va vous parler des coulisses de ce que peuvent vivre les entrepreneurs, plutôt les bas, les difficultés,
comment on peut se retrouver par terre par les difficultés de la vie, la maladie, les difficultés économiques, et comment finalement on rebondit et on sort de tout ça. Donc c'est le premier volet, c'est une partie un peu humaine. Je raconte un exil au sens positif du terme. J'ai été m'installer au Sénégal, 4 ans, où j'ai créé une entreprise. Comment on fait pour monter une boîte dans un pays où vous n'avez pas les codes sociaux, où vous ne connaissez pas la culture, etc. Donc je raconte ça. Je découvre là-bas que je suis blanc. Ça peut prêter à sourire, mais dans la bouche d'enfant, et je l'explique comment. C'est intéressant. Donc toute cette dimension-là. Et puis, il y a une dimension plus froide, plus technique, plus économique qui nous concerne. Quand je dis nous, c'est habitants en banlieue, ceux qui travaillent, ceux qui y investissent, ceux qui n'y sont pas, mais qui sont très fortement intéressés par ces territoires. J'ai essayé de mettre sur le papier quelque chose que j'ai toujours reproché, ne pas voir, c'est une vision. Qu'est-ce qu'on fait de ces territoires ? Qu'est-ce qu'on fait de ces territoires à 20 ans ? La question s'est jamais posée. On a géré les banlieues. On a essayé de cantonner les banlieues. Mais on leur a jamais trouvé une perspective, donné une perspective d'avenir. À 20 ans, qu'est-ce qu'on en fait ? La question n'a jamais été éludée. Donc ça commence par une vision. Où est-ce qu'on veut aller à 20 ans, 25 ans ? Qu'est-ce qu'on veut en faire ? Après la vision, il y a 12 piliers. 12 piliers, c'est mon plan. Je décline 12 piliers pour générer ces 150 milliards de potentiel de développement dans ces territoires, et une méthode, avec des chiffres, avec un travail sans essayer de rentrer ou de faire un livre, pardon de l'expression, chiant, plutôt vulgarisé, puisqu'avec mon co-auteur Jean-Marc Pitt, c'est notre 3e livre ensemble, on a gardé la même méthode, c'est-à-dire que ce livre doit être aussi bien être compris et intelligible dans un quartier par un jeune qui se pose la question de son avenir, d'envie de monter sa boîte, de son avenir professionnel, que par un ministre, un dirigeant d'une grande entreprise qui puisse y trouver les fondamentaux d'une vision technique économique. Donc voilà un petit peu ce double pied. Il y a de l'humain, il y a de l'économie, beaucoup d'humains. Et j'ai mis un trésor de 150 milliards, c'est l'estimation que moi j'ai faite, que mon association a faite sur le potentiel de développement. Je vous assure que si j'avais mis le vrai chiffre, personne n'y aurait cru, puisque l'Institut Montaigne, France Stratégie, sont plutôt sur 250 milliards que sur 150 milliards. Dans un contexte où on dit que la banlieue coûte à l'État, que la banlieue est un boulet finalement, un gouffre, c'est un peu un électrochoc pour certains de voir démontrer, chiffres à l'appui, que ces territoires sont l'avenir de la France, et on va en reparler peut-être après. Alors justement, dans le livre, tu parles de 150 milliards à exploiter. On suit tous l'actualité et on nous explique constamment que justement, c'est la crise, qu'on a des difficultés à développer, qu'on a des difficultés à aller chercher de nouveaux marchés. Pour toi, qu'est-ce qui explique que ce trésor n'est pas encore exploité ? Ce trésor, il n'est pas exploité depuis 30 ans parce qu'on a les mauvaises lunettes. Quand je dis « on », c'est nos dirigeants, mais quels qu'ils soient, économiques, politiques, institutionnels. On a regardé ces banlieues à travers 3 prismes. Avec 3 prismes. 1, la sécurité. La sécurité, on va régler les problèmes par la sécurité, etc. Comme si mettre un CRS derrière chaque habitant allait régler le problème du frigo vide, du loyer et de la fin du mois. Donc, je ne dis pas qu'il ne faut pas de sécurité. Sur la pyramide de Maslow, c'est même la base. Je dis que la sécurité sans investissement économique, ça ne marche pas. Et que la sécurité ne peut pas être constitutive d'une politique d'avenir pour un territoire. Deuxième prisme, c'est le prisme du social. On va aider, on va subventionner, on va assister parfois. Vous pouvez mettre une assistante sociale derrière chaque habitant. Là aussi, ça ne marche pas. C'est le pendant de la sécurité. Si en face, vous ne investissez pas, ça ne marche pas. Et le troisième, le plus facile, alors oui, je sais, encore hier soir, j'avais un débat avec une ancienne ministre de la Ville. Ce qui est le plus facile pour le politique, c'est le coup de peinture, l'urbanisme. On va détruire des tours, on va remonter des tours, on va mettre des coups de peinture, on va changer les boîtes aux lettres, etc. Idem, j'avais déjà 15 ans quand je comprenais que ça n'allait pas améliorer
la fin de mois de mes parents et ni la mienne. Donc je ne dis pas que ces trois prismes ne sont pas des prismes intéressants, obligatoires même, par lesquels il faut regarder les choses. Je dis simplement, et chiffres à l'appui, que sur ces 30 dernières années, le levier économique n'a pas été activé sur ces territoires. Je donne quelques exemples, quelques chiffres. Moins de 2% des investissements privés se font dans ces territoires. Autant vous dire que c'est zéro. C'est-à-dire que ces territoires, il y en a 1609 en France métropolitaine et dom-tom, eh ben on ne les regarde pas comme des territoires potentiellement où on peut investir. Et l'investissement, c'est l'emploi. Si vous n'avez pas d'investissement, vous n'avez pas d'emploi à la clé. Donc il ne faut pas s'étonner que dans ces territoires, vous avez 18% de taux de chômage, c'est quasiment 2,5 fois la moyenne nationale. J'ajoute pourquoi, parce qu'il y a une responsabilité politique, institutionnelle, mais il y a aussi une responsabilité de ceux qui habitent même ces quartiers. Le politique s'occupe d'abord de ceux qui votent. C'est comme ça. Moi, chef d'entreprise, quand je me lève le matin, mon indicateur, c'est le chiffre d'affaires, c'est le nouveau client. Tu connais ça mieux que moi. On se lève pour aller trouver de nouveaux clients, déjà garder ceux qu'on a et trouver de nouveaux clients. Le politique, quand il se lève, la question qui se pose, c'est comment je vais faire pour gagner des voix aujourd'hui. Mais dans ces territoires, on a les taux d'abstention les plus forts. Donc, ces territoires ne sont ni un intérêt, ni une menace politique. Donc, je pense que les politiques se sont dit, on va s'occuper de ceux qui votent, contre nous ou pour nous. Si c'est pour nous, on les récompense. Si c'est contre nous, on va essayer de leur montrer que nous sommes les meilleurs et faire des choses pour eux. Quant à ceux qui sont en marge et qui ne veulent pas participer, on ne va pas trop s'en occuper. Et c'est comme ça que j'explique que 30 ans d'inaction, 30 ans à remettre le couvercle, 30 ans à regarder ces territoires à travers ces trois prismes, en ayant quelques petites actions, et vous les connaissez, mais avec les résultats qu'on connaît. L'idée, c'était de dire, et si on changeait de lunettes, mais pas par le biais de la passion ou de la compassion, par le biais du pragmatisme. Je vais encore une fois faire une démonstration. Si je vous dis à tous aujourd'hui que la croissance mondiale, elle est tirée par les pays en voie de développement. Alors, ouais. S'il fallait mobiliser notre soirée pour entendre que c'est l'Inde, la Chine, la Malaisie, l'Indonésie qui tirent la croissance mondiale, ok, d'accord, rien de nouveau. Eh bien, sur les mêmes indicateurs, je peux vous dire qu'à 15 ans, c'est la banlieue qui va tirer la France. Nous avons nos propres territoires en croissance et nos propres territoires émergents. Je prends encore une fois un exemple très concret. Pour la première fois depuis l'après-guerre, en France, nous avons eu plus de décès que de naissances. C'était l'année dernière. Et quand on regarde dans le détail, la France est un pays qui vieillit. Sauf, comme dirait Astérix, quelques territoires résistent à ça. Ce sont nos banlieues. C'est des territoires qui rajeunissent. La dynamique démographique, elle est dans ces territoires. Je vais vous donner encore un chiffre, comme ça, c'est bien argumenté. 23% des bébés français naissent aujourd'hui en banlieue, dans ce qu'on appelle les quartiers. Ça veut dire que l'équation est un peu simple, simpliste, mais à 25 ans, c'est-à-dire l'équivalent d'une génération, 25%, un quart de la population française sera originaire de banlieue. On fait quoi avec ça? Est-ce qu'on continue à marginaliser ou est-ce qu'on utilise cette force dans l'intérêt de ces territoires, dans l'intérêt des entreprises qui sont là, dans l'intérêt de l'économie et dans l'intérêt de notre pays? C'est une question. Et non, ça ne marchera pas si on continue avec les vieilles méthodes qui ont montré leurs limites. Alors, le constat est intéressant. Tu as décidé de faire bouger les choses avec les équipes de quartier d'affaires en organisant depuis 2 années le Forum économique des banlieues à Paris, au Palais d'Iéna. Pourquoi là aussi ce lancement et quel bilan tu fais après 2 éditions? Alors, je suis de ceux qui donc comme pour faire la transition entre les livres et le Forum économique, je parle du Forum économique des banlieues dans ce livre. Tout ce que j'ai écrit, les 12 piliers que je propose pour le développement économique des banlieues, je n'ai pas attendu l'État pour commencer à travailler avec Mohamed, avec d'autres, pour de la mise en place et faire bouger les choses. On a d'abord créé l'association Quartier d'affaires.
Quartier d'affaires, c'est une association qui a maintenant 3 ans, qui œuvre à la croissance des entreprises installées dans les quartiers. Souvent, on nous dit la banlieue coûte. Vous avez tous entendu ça, les fameux milliards qu'on a investis dans les banlieues. Mais remarquez une chose, et ça ne va pas étonner les chefs d'entreprise. Tous ceux qui vous disent qu'elle coûte ne vous disent jamais combien elle rapporte. Ah oui, parce que s'il y a des dépenses, il y a quand même des recettes. Je vous donne quelques chiffres. Il y a 250 000 entreprises, TPE, PME installées dans ces quartiers. Ça génère 75 milliards d'euros par an. C'est un chiffre qu'on a dû aller chercher. Et je vous assure qu'il n'était pas disponible et rendu public aussi facilement que pour d'autres territoires et d'autres secteurs. C'est assez surprenant d'ailleurs. Mais comme je ne suis pas parano, je me dis que... Bon. Donc on a souhaité créer cette association Quartier d'affaires pour aider très concrètement les TPE, les PME, les petites et moyennes entreprises, celles qui ont plus de 2 ans, celles qui ont plus de 1 salarié et celles qui font plus de 50 000 euros de chiffre d'affaires. Avec 3 choses. Travailler sur la formation du dirigeant. On a noué un partenariat avec une école de commerce qui s'appelle Audencia, qui est la 6e école de commerce française, pour un programme de formation. 2, le chiffre d'affaires. On va aller chercher des contrats. Pour ça, on a créé un label qui s'appelle Made in Banlieue, dont on reparlera peut-être tout à l'heure. Et 3e axe, vous aurez une petite plaquette tout à l'heure, c'est la centrale d'achat solidaire. C'est comment aider ces entreprises à acheter moins cher leur téléphone, leur papier, ce qu'on appelle les services généraux, bref, à dépenser mieux sans perdre en qualité. Cette association, elle est présente aujourd'hui en Île-de-France, en Auvergne-Rhône-Alpes, donc Mantes-la-Jolie, quartier du Val-Fouré, Vaux-en-Velin pour Auvergne-Rhône-Alpes, et à Toulouse, quartier du Grand Mirail, pour Occitanie. C'était pas suffisant. C'était pas suffisant pour faire bouger les choses. On est dans une société de communication, on est dans une société où l'événementiel est important. Dans le calendrier économique français, vous avez un moment pour parler d'économie rurale. Ça s'appelle le Salon de l'agriculture, je vous invite tous à y aller, c'est vraiment génial. Mais il n'y avait pas de moment pour parler, mobiliser les forces sur l'économie de nos banlieues. Et donc on a décidé de créer le Forum économique des banlieues, et comme on s'est dit qu'on allait passer du temps, on s'est dit autant s'inspirer du plus grand et du plus gros forum économique mondial qui se passe chaque année à Davos. Et donc c'est devenu le Davos des banlieues, avec comme méthode inviter les élites économiques, politiques, administratives et les chefs d'entreprise installés dans ces territoires, les entrepreneurs installés dans ces territoires, les étudiants qui aspirent à s'inscrire dans la voie économique, pour que tout le monde se rencontre et puis surtout faire des choses ensemble. La première édition, elle a été parrainée par Xavier Niel, qui est le plus grand entrepreneur de banlieue, originaire de Créteil. La deuxième édition, elle a été parrainée par Philippe Bourguignon. Philippe Bourguignon a été président du groupe Accor, Disney. Il a surtout été co-président du World Economic Forum à Davos. 2000 participants. Sur la deuxième édition, on a signé, il y a à peu près 15 millions d'euros de chiffre d'affaires qui ont été signés sur tous les participants qui sont venus chercher du business, parce qu'il y avait beaucoup de directions d'achat présentes, de grands groupes. L'Oréal était présent. Il y avait aussi les appels d'offres publics que connaît très bien Mohamed. Et puis, à peu près une quarantaine de millions, les chiffres ne sont pas encore tout à fait traités, une quarantaine de millions de financements en tout, dont ont pu bénéficier les participants. Ça va de 20-30 000 euros pour le financement d'une croissance à quelques millions en investissement, parce qu'il y avait des business angels, il y avait des fonds d'investissement, il y avait un certain nombre de financeurs qui étaient présents. Donc ce forum, il aura lieu l'année prochaine à nouveau, en novembre 2026. Et l'idée, c'est vraiment de faire de ce moment le rendez-vous de tous les acteurs économiques de ce territoire au niveau national pour se rencontrer, créer du lien et surtout faire du business et faire du concret. Et on ne cache pas qu'on veut faire de l'influence. En novembre 2026, on va inviter tous les candidats à la présidentielle à venir faire leur grand oral. Ils veulent aller à la présidence, très bien. De LFI au RN, on va leur demander de venir et de pitcher. Qu'est-ce que vous avez prévu dans vos programmes pour le développement économique de ces territoires? Et puis les gens qui seront là, nos partenaires médias qui seront là, jugeront, rapporteront,
Et puis, peut-être que ça donnera envie à certains de bouger pour tel candidat ou pour telle candidate. Notre sujet, nous, il est pas du tout politicien. C'est juste de présenter et faire de l'influence comme d'autres le font. Et ça passe par une mobilisation sur nos sujets qui sont des sujets de développement économique. Ok, merci pour cette réponse très complète. Donc, au travers du forum, on essaye de réunir la TPE qui vient de son quartier en province ou en Île-de-France. On réunit les politiques pour leur demander ce qu'ils comptent faire pour ces TPE. On réunit aussi les grands groupes. Malgré tout, pour une TPE, c'est toujours un peu difficile de dire qu'on va réussir à travailler avec un grand groupe. Selon toi, qu'est-ce qui bloque à ce niveau-là ? Il m'a dit très courtoisement, tu parles trop. Je sais pas si vous avez... Non. Réponse très complète. C'est du Quai d'Orsay. Je vais essayer d'être plus succinct. Ce qui bloque, il y a plusieurs choses. La TPE, la petite et moyenne entreprise, d'un côté se dit aller travailler pour L'Oréal, AXA, Bouygues, c'est super compliqué. Des dossiers, il faut montrer patte blanche, etc., etc. J'ai pas le temps. Et ça a l'air d'être un process, je préfère donner du temps ailleurs. Donc il y a beaucoup d'autocensure et aussi un manque de savoir-faire. De l'autre côté, chez les grands groupes, sourcer, ça veut dire trouver, aller chercher et faire du sourcing. C'est pas un réflexe et c'est un risque. Le directeur des achats de chez AXA, de chez L'Oréal, de chez BNP, il n'est pas formé à aller chercher des TPE dans la zone franche de Saint-Étienne, à Vaux-en-Velin au Mas du Taureau ou au Val-Fouré à Mantes-la-Jolie. C'est pas un réflexe et il connaît pas. C'est une des raisons pour laquelle on s'est dit que nous allions créer un label. Il existe un label Made in France qui promeut les produits et les services faits en France, mais la France en elle-même n'existe pas. Depuis Philippe Auguste, la France, c'est un patchwork de territoires. Et il n'y a rien de plus différent qu'un Alsacien et un Occitan, un Ch'ti et un Marseillais, mais tout ça se sont retrouvés dans ce qu'on appelle la France. Mais la France, c'est aussi des territoires, il y a la ruralité, très bien, mais il y a aussi nos banlieues. Et dans nos banlieues, il y a des produits et des services. Donc on s'est dit, on va créer un label Made in banlieue pour promouvoir ces produits et services, et surtout être le tiers de confiance. Le tiers de confiance, c'est-à-dire une clé pour nos petites et moyennes entreprises installées dans nos banlieues, avec un référentiel, c'est-à-dire respecter un certain nombre de contraintes d'organisation en matière de sécurité informatique, etc., etc. Et puis de l'autre côté, pour les grands groupes, ce label qu'on a organisé avec, je ne sais pas si vous connaissez l'AFNOR. L'AFNOR, c'est le plus gros certificateur français, l'un des plus gros européens. Si vous connaissez peut-être les normes ISO, les normes NF, normes françaises, tout ça c'est l'AFNOR. Donc c'est le plus gros certificateur. Made in banlieue, il y a le mot banlieue, donc on est obligé de chercher les meilleures garanties pour dire on monte vraiment, c'est plus que page, comme disait Coluche, c'est plus que la pâte blanche, la pâte elle est transparente, là. Totale transparence, translucide. Et donc, oui, ça a du mal à marcher. Et on a donc ce label qui vient rassurer les grands groupes pour dire les entreprises qui sont labellisées Made in banlieue, nos grands groupes, AXA, L'Oréal, etc., ça ne va pas nous déranger de regarder avec elles et de voir si on peut collaborer parce que ce label vient apporter de la sécurité. Ce label, on l'a fait, on a travaillé pendant 6 mois avec 2 grandes entités. La première entité, c'est les directions d'achat françaises, les 2 principales organisations professionnelles. Donc, c'est 25 000 directions d'achat. Le CAC 40, le SBF 120, les plus gros donneurs d'ordre français. Et de l'autre côté, les élus politiques, avec 2 associations, l'Association des élus de France et l'association qui regroupe les 859 maires des 859 communes qui ont des quartiers, dont Saint-Étienne. Pourquoi ? Parce que le politique est important, surtout sur l'agglomération, il y a la compétence de développement économique. Faire la promotion de ce label quand vous êtes au service économique, on pense que c'est aussi important, c'est un sujet territorial. Et puis bien sûr, les acheteurs, c'est eux qui vont utiliser ce label, donc forcément on l'a co-construit avec eux. Et les 10 premiers labellisés, donc on a lancé lors du forum économique
On a signé avec j'ai signé avec le directeur général de l'AFNOR officiellement le lancement du label. Ahmed Soltani, qui est entrepreneur installé à Bron, a été officiellement le premier labellisé français, Synergie Group. Et d'ici un mois et demi, nous aurons les 10 premiers labellisés Made in banlieue. Alors il y en a de partout, l'Île-de-France, Centre. Il y a même mon petit dos me dit qu'à Saint-Étienne, il y aura un labellisé Made in banlieue. Bref, c'est les premiers. Et et mon petit doigt me dit aussi que quelques très 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 grosses entreprises qui dépassent les 100 millions d'euros de chiffre d'affaires seront aussi labellisées. Mais pour l'instant, je ne vais pas en parler. Donc c'est un label en devenir. C'est un label qui permet de faire du business pour nos TPE, d'accéder à de la commande assez volumineuse, récurrente auprès des grands groupes. Et c'est un label, c'est plus qu'un label, c'est un état d'esprit et un étendard. C'est de dire que nos banlieues arrêtaient de dire que ça ne contribue pas, ça ne fabrique pas, ça ne produit pas, ça ne travaille pas. On existe, on est là, on est partie prenante de l'économie française et on pèse. Et à ce titre-là, on a des exigences légitimes. Vous savez très bien qu'il y a quelque chose qui dirige un petit peu plus le monde qu'autre chose. Je vais éviter de... Oh, je vais reprendre celui-là. Et je vais éviter de faire une transition qui peut porter à confusion pour ménager ta susceptibilité. J'allais dire pour résumer, mais si je dis pour résumer, tu vas me dire oui, mais en fait, je dis pour résumer, mais ce n'est pas parce que ta réponse était trop longue, c'est qu'elle a été très complète, n'est-ce pas? D'un côté, on a des grands groupes qui ne savent pas travailler avec les petits. De l'autre côté, on a des petits qui ne savent pas travailler avec les grands. Parce que c'est deux mondes qui ne se comprennent pas. D'un côté, on a un savoir-faire chez les TPE. De l'autre côté, pour les grands groupes, ce savoir-faire n'est pas suffisant. Ce qui est demandé, c'est un respect des normes de sécurité, un respect sur le point de la cybersécurité, puisque dans le label, il y a aussi un volet cybersécurité. Tout l'aspect RSE, protection de l'environnement, impact sociétal. La plupart du temps, ces petites entreprises ont mis en place pourtant des actions très concrètes pour le faire. Le seul truc, c'est qu'aujourd'hui, elles ne savent pas le valoriser et c'est grâce au label qu'elles vont pouvoir le faire. Dans le label, très concrètement, c'est des choses que la plupart des petites entreprises font déjà. Elles recrutent, elles n'ont pas attendu quartier d'affaires, le label Made in banlieue, pour certaines installées dans ces quartiers, pour recruter 25% de leurs effectifs dans les quartiers pour prendre des stagiaires. Ça, c'est une obligation qu'on a dans le label, mais c'est une obligation qui est déjà, la case est déjà cochée. Beaucoup de TPE, PME ont déjà des process, elles ne le savent même pas en matière environnementale, mais elles ne savent pas les valoriser, elles ne savent pas dire voilà ce que je fais, parce que pour elles c'est normal, et elles ne l'ont pas structuré, formalisé pour communiquer dessus. Et de l'autre côté, on a les grands groupes qui ont envie de travailler avec ces TPE, PME, elles ont très envie, et en même temps elles sont obligées maintenant. Elles sont obligées par une directive européenne depuis le 1er janvier 2023 pour les entreprises de plus de 3000 salariés. Elles sont obligées de trouver des fournisseurs dans les territoires pauvres. Cette directive s'appelle CSRD. Et donc, cette obligation, ça les pousse à utiliser ce label. Donc, si vous êtes entrepreneur et que vous êtes installé dans un quartier, avant, votre adresse, c'était une faiblesse. Elle est en train de devenir une force, et une force qui peut rapporter beaucoup. J'ai été court. Très bien. Alors, je vais volontairement être... plus long. Non, pas plus long, mais en fait, l'idée, c'est est-ce qu'on ne va travailler avec moi que parce que je viens de banlieue? Sincèrement, on s'en fiche. Le contrat, c'est ce qui compte. Que tu le fasses parce que tu as envie de travailler avec moi, que tu le fasses parce que c'est la loi qui t'oblige, que tu le fasses parce que tu as envie de passer pour un mec bien en rentrant chez toi. Signe mon contrat s'il te plaît, signe mon devis s'il te plaît, ça va pouvoir me permettre de faire mon chiffre d'affaires, de recruter, d'investir, etc., etc. On peut commencer à faire de la philosophie en économie. Le pragmatisme doit présider à tout ça. Le label, il a été créé pour développer les TPE, PME et générer de l'impact social. Que les grands groupes le fassent parce qu'elles ont envie, qu'elles le fassent parce qu'elles y croient, qu'elles le fassent parce qu'elles sont obligées. Honnêtement, il y a bien longtemps que j'ai dépassé ce débat. L'important, c'est d'être pragmatique, efficace et se faire du concret.
Et pour le moment, comment est reçu ce label auprès des grands groupes à qui tu peux échanger? Alors, on était en octobre dernier avec le Conseil national des achats de la région Auvergne-Rhône-Alpes. Et effectivement, hein, ce qu'Aziz vous dit sur le fait que les grosses entreprises n'arrivent pas à sourcer des petites, c'est réel, hein, parce qu'il y a des directions achats qui nous ont confirmé qu'elles ont des difficultés à trouver des prestataires. Euh, Là-dessus, comment elles réagissent ces entreprises? Elles le voient quand même d'un bon œil ou est-ce que c'est vraiment une contrainte pour elles? Non, elle le voit plutôt d'un bon œil. D'abord, on a le Conseil national des achats, qui est la première fédération professionnelle des directeurs d'achat, qui sont, j'ai envie de dire, pardonnez-moi l'expression, au taquet, ils sont à fond. Ils ont très envie de trouver des TPE, PME sérieuses installées dans ces quartiers. C'est pas mal de business, c'est pas mal de volume. Ils veulent simplement avoir quelques sécurités. Ce label est une sécurité. Donc, une fois que vous avez répondu aux critères du label, vous rentrez dans un autre niveau, vous êtes dans une sorte de présélection pour pouvoir travailler avec ces grands groupes. Ils sont très volontaires, ils ont très envie. Ce que je note, c'est, ça va vous paraître bizarre, et même moi ça m'a paru bizarre quand j'ai fait ce constat, c'est que j'ai le sentiment que les directions d'achat ont plus envie que les TPE-PME. Il y a une forme d'autocensure chez nos dirigeants de petites et moyennes entreprises à dire non mais ça va être long, non mais ça va être galère, non mais c'est pas pour moi, ça va être trop dur, etc. Comme une forme d'autocensure de se dire je vais travailler avec des gros. Et je vous avoue que c'est quelque chose que j'ai du mal à comprendre parce que derrière il y a vraiment un volume de chiffre d'affaires très important. Et tous les chefs d'entreprise sont pourtant, enfin une grande partie d'entre eux, hommes ou femmes, sont très motivés, très ambitieux, montent des boîtes pour essayer de les développer au maximum, etc. Et là, il y a un petit truc qui relève du côté psychologique, et ça, c'est notre plus grand défi. C'est de dire, surmonter cette autocensure. Et ça me rappelle, il y a quelques années, il y a 20 ans, quand on démarrait un peu sur la sensibilisation à la création d'entreprises, de se dire, il y avait beaucoup de jeunes de ma génération qui disaient, non, mais c'est pas pour moi. C'est la création d'entreprise, c'est pas pour moi. Comment ça, c'est pas pour toi? C'était une forme d'autocensure. On s'était formaté à se dire, c'est pas pour moi. Là, j'ai l'impression de retrouver un petit peu la même chose chez certains dirigeants de TPE, PME, et parfois des belles boîtes, hein, 1 million, 2 millions, 3 millions, qui ont du mal à y aller. Ok, donc le principal frein au développement, souvent pour l'entreprise, c'est son dirigeant. On a quelques étudiants et étudiantes dans la salle. Parfois des personnes qui voudraient travailler dans des grands groupes, qui voudraient travailler dans un groupe ou alors créer leur propre activité. Quels conseils tu aurais à leur donner pour qu'ils puissent atteindre leurs objectifs? Démerdez-vous. Non. Après, on s'est démerdé, nous, non? Non, on est là pour vous aider aussi. C'est pas parce qu'on a été largué tout seul dans la jungle économique qu'on a débroussaillé quelques chemins. On est là aussi pour vous aider et aider la génération suivante. Il y a le rêve. Faut rêver, je pense. Mais un rêve sans plan, ça reste une prière, un vœu pieux. Donc, c'est où est-ce que vous voulez aller? Où est-ce que vous voulez aller? Est-ce que vous savez si vous avez envie d'être salarié? Est-ce que vous avez envie d'être dans le public, dans le privé? Est-ce que vous voulez être entrepreneur? Si vous voulez être entrepreneur, dans quel secteur? Qu'est-ce que vous aimez? Souvent, la première, c'est de se dire comment je vais faire pour trouver une idée. Commencez par vous. Qu'est-ce que vous aimez et qu'est-ce que vous n'aimez pas? Et commencez d'ailleurs par ce que vous n'aimez pas, avant d'aller vers ce que vous aimez. Une fois que vous aurez trouvé ce que vous aimez, essayez de voir si ça ne peut pas coller avec un besoin. Un besoin. Un entrepreneur, c'est quelqu'un qui règle des problèmes. Et pour régler ce problème, la solution, il la vend. Il la monétise. Donc à cette jeunesse, je leur dirais, c'est vrai qu'on dit oui, c'est pas le moment, il y a une crise, c'est pas le moment de créer son entreprise. Ou à 23 ans, on m'a dit, t'es trop jeune. Tu devras attendre. Prends de l'expérience. Prends ton temps. Qu'est-ce que je déteste cette phrase. Comme si le temps m'appartenait. Je ne sais pas si demain je serai avec vous. Donc, si on se met tous sur une ligne de départ là, et qu'on fait une course, chacun va courir à son rythme.
Certains vont courir plus vite, d'autres plus lentement, d'autres vont démarrer lentement puis sprinter, d'autres vont commencer très vite et courir au ralenti un peu plus tard. On a tous notre rythme. Donc les jeunes, il y a une chose, c'est on a tous, qu'on le veuille ou non, cette petite voix au fond de nous qui nous parle. Et c'est cette petite voix. Elle ment rarement. Vous sentez si vous êtes fait pour ça ou pas. Et donc, une fois qu'on a cette foi, c'est d'essayer de la construire de manière très sérieuse. De ne pas oublier que sur votre chemin, vous allez trouver des tas de gens, mais des tas de gens, des tas de conseillers qui vous trouveront 50 raisons de ne pas faire. Hein. Trop jeune, trop petit, pas d'argent, pas de ceci, pas de cela. 50. C'est fou ce que les gens peuvent vous expliquer, comment vous n'allez pas y arriver. J'avais 23 ans quand j'ai monté ma première boîte. J'ai entendu « t'es trop jeune, t'as pas d'argent, t'as pas de réseau, t'es trop arabe, t'es trop ceci, t'es trop valfouré, t'es trop... » Si j'avais dû écouter tous ceux qui m'ont conseillé, je ne serais pas là avec vous. La seule chose, c'est que je me suis écouté moi-même. Et je me suis dit à 23 ans, c'est plutôt l'inverse. Je vais me lancer. Si je me plante, de toute façon, j'ai toute la vie pour me refaire. C'est plutôt dans l'autre sens que je l'ai pensé. Il faut dire que j'étais chez papa-maman, le frigo familial était ouvert, il y avait des fois des trucs dedans, des fois... Je partageais ma chambre avec mon frère, donc je n'avais que ça à penser de monter ma boîte. Donc quand on est jeune, si vous êtes encore chez maman, papa-maman, c'est pas le cas de tout le monde, mais si vous êtes encore chez vos parents, profitez-en, c'est le moment. Après, ne restez pas tout seul, faites-vous accompagner. Il y a des tas de réseaux à la création d'entreprises, boutiques de gestion, ADI, BPI. Il existe 1001 réseaux pour vous accompagner, structurer votre business plan, votre étude de marché, vous donner des pistes pour trouver du financement. Même l'argent n'est plus une excuse aujourd'hui, puisque même quand on a zéro, on peut trouver de l'argent, ses premiers euros, pour démarrer son business. Le secret, c'est de ne pas rester tout seul. Vous multipliez par 2 vos chances de survie quand vous êtes accompagné par un réseau d'accompagnement. Et il y en a beaucoup entre 0 et 2 ans. Et après 2 ans, vous venez voir Quartier d'Affaires, on est là pour vous. Très bien. Ah, un compliment. On revient sur le label. Alors, c'est vrai que je me souviens, la première fois qu'on s'était rencontrés, je t'avais dit que j'étais adhérent à l'époque à la CPME. Tu m'as dit, il y a un truc que je ne comprends pas, c'est pourquoi les petits ne veulent travailler qu'avec les petits, se retrouver qu'entre petits, en fait. Je ne sais pas si tu te souviens de cette phrase. Donc, avoir le label Made in banlieue permet d'être référencé auprès d'un certain nombre de directions achats qui doivent réserver une part de leurs achats à des petites entreprises. Je lui avais dit ça, j'ai toujours été... Enfin, après, chacun sa philosophie, chacun sa façon de faire, mais je suis je ne sais pas si je peux dire un ancien basketteur, même si je joue encore chez les vétérans, mais quand j'étais plus jeune, les jeunes basketteurs, je détestais jouer avec ceux de ma catégorie. J'allais toujours essayer de taper l'incruste avec la catégorie d'au-dessus pour essayer de progresser. Et j'ai gardé cette mentalité en montant et en créant mon entreprise. Et je ne comprenais pas ces petites entreprises qui se retrouvaient entre elles pour essayer de travailler ensemble. Je me suis dit, j'ai toujours cherché à essayer de comprendre et de voir et de travailler avec les grands groupes parce que ils sont plus gros, plus d'expérience, accessoirement plus de chiffre d'affaires pour un petit. Donc et c'est vrai que c'est pour ça que je t'avais dit ça. Et ce label, il continue un peu dans cette philosophie, c'est d'essayer de dire aux grands groupes, vous avez des problématiques. J'ai eu l'occasion de présenter le label devant le Conseil national des achats. Était présent à peu près 2000 directeurs d'achat, entre ceux qui étaient présents en présentiel et ceux qui étaient en ligne. Je leur ai dit très clairement, je ne viens pas quémander quoi que ce soit pour la banlieue, je viens vous proposer une solution, vous allez me dire merci et vous allez payer pour ça. Je ne viens rien de vous demander, je viens vous résoudre un problème. Vous avez un problème aujourd'hui, vous avez une directive européenne, vous avez une norme qui vous oblige à sourcer des fournisseurs, à diversifier vos achats et à trouver des fournisseurs fiables dans nos quartiers, dans les territoires pauvres en particulier.
Moi, j'ai une solution pour vous, elle s'appelle le label Made in banlieue. Nous allons labelliser des entreprises, nous allons vous les présenter et vous allez les faire travailler et ça réglera votre problème et vous serez très content de pouvoir trouver ce label. Donc, c'est pas la banlieue charité, c'est pas la banlieue action sociale, c'est la banlieue business. C'est une prestation, c'est une proposition de valeur. On vient régler un problème. La directive européenne a créé un problème, une obligation. Il fallait en sortir. Ce label, il est là. Et ce label, il est aussi pour les TPE-PME. On a des problématiques d'accès à la commande, on veut plus du chiffre d'affaires, il faut qu'elles se développent, ces entreprises. Très bien. Il y a un label pour ça, c'est une clé pour pouvoir travailler avec les grands groupes. Donc voilà, c'est aussi pragmatique que ça. Je ne quémande pas, je propose des solutions, je les propose et je les vends. Ce n'est pas du social, c'est de l'économie à impact social. Le social, il vient après le mot économique. Et pour rester dans le concret, quelles conditions pour accéder à ce label et comment on fait si on est intéressé? Alors ce label, il faut être un organisme. Depuis tout à l'heure, je parle d'entreprise parce que c'est une déformation professionnelle, mais en fait, il faut être un organisme, association ou entreprise, installé dans ou à proximité immédiate de ce qu'on appelle un quartier prioritaire de la politique de la ville, QPV. Il y en a 1609 en France, en métropole et dans les dom-toms. Et vous pouvez, en tapant votre adresse dans un site qui s'appelle SIG, qui est lié au ministère de la Ville, vous savez tout de suite si vous êtes dedans, à côté, ça vous prend 3 secondes. Ça, c'est obligatoire. Si vous êtes installé à l'extérieur, très loin, vous ne serez pas labellisé. Ce label, c'est un label territorial, forcément attaché à un territoire. Ensuite, vous avez des conditions qui sont liées à l'ancienneté. Il faut plus d'1 an. Il faut avoir clos un exercice. Et il faut avoir envie de s'organiser et être motivé. C'est tout. Pas de conditions financières, pas de conditions particulières, d'âge, d'origine, de diplôme, etc. On a fait très simple. Très, très simple. Ce label, il a un coût. Il a un coût parce qu'il faut qu'on fasse tourner l'association. L'offre de base, je dirais qu'elle est à 250 € par mois sur 3 ans. Le label, il est valable 3 ans. Vous êtes audité au départ. On vérifie que vous êtes plus ou moins dans les clous par rapport à nos critères. Vous avez un audit, ce qu'on appelle un audit sur pièce, à 18 mois. C'est-à-dire qu'on va vous demander des pièces justificatives à 18 mois. Et un audit sur site, c'est-à-dire que l'AFNOR va venir chez vous, dans votre bureau, à 36 mois. Mais dans ces 250 €, il n'y a pas que le label. Il y a d'autres services que propose l'association auxquels vous allez pouvoir accéder. Vous allez avoir un audit informatique gratuit. Vous allez avoir un audit sur les appels d'offres publics qui vous est inclus. Vous allez avoir l'accès au Forum économique des banlieues. Bref, vous rentrez dans un réseau qui est la grande famille des labellisés Made in banlieue. Pour 250 € par mois, c'est la formule moyenne. Je ne trouve pas ça excessif. Dans les 10 premiers qui sont labellisés, j'en ai même un qui me dit « Aziz, c'est pas cher, augmente tes prix. » Pour quelqu'un qui a une dimension commerciale, ça fait mal au cœur d'entendre ça. Et c'est moi qui ai dit ça. Non. Non, c'est sûr. Oui, non, ce qu'il faut voir par rapport à une labellisation, c'est intéressant ce que tu as dit, c'est que souvent c'est quelque chose qu'on ne veut pas faire, on trouve que c'est contraignant. Moi, je sais qu'on est certifié Calliope, puisque en tant qu'organisme de formation, c'est la certification en vigueur. Et en fait, on se rend compte qu'une labellisation vous permet aussi d'améliorer vos process en interne et donc de vous améliorer. Il n'y a pas que l'aspect contrainte, mais ça permet aussi de faire évoluer, de structurer l'entreprise. Aziz, avant qu'on passe à la session des questions-réponses, est-ce qu'il y a quelque chose que tu voudrais ajouter? Non? Alors, on va pouvoir demander s'il y a des personnes qui veulent prendre la parole, poser des questions, faire des remarques. Je peux parler à haute voix. Eh bien, allez. Bon,
Bonsoir, je me présente rapidement. Je m'appelle Selma Elhaj. Je suis ingénieure chargée d'affaires en contrôle technique de construction. Donc j'ai tendance à travailler avec les grands groupes comme avec les TPE et PME. J'ai deux questions que j'ai notées à vous, Monsieur Seni. D'ailleurs, je vous remercie pour la conférence et je vous remercie aussi pour le sujet qui est très pertinent. J'estime que c'est très pertinent d'aborder ce genre de sujet aujourd'hui. Oui, parce qu'on est un peu à l'écart, on va dire. Ma première question est comment les TPE et les PME en banlieue peuvent-elles se structurer et grandir sans pour autant perdre leur identité? Pardon. Ça, c'est la première. Je peux poser la deuxième, comme ça vous avez. Oui, très bien. La deuxième question, quelle est la mission principale du label Made in Banlieue? Parce que je connais plusieurs labels, notamment Great Place to Work, qui est un label qui montre que c'est une belle entreprise et nous, les jeunes, ça nous encourage pour intégrer ce genre d'entreprise. Donc, la mission principale de Made in Banlieue, c'est quoi exactement? Et je vous remercie. Et la première question, c'était? C'était par rapport aux PME, comment ils peuvent grandir et se structurer sans pour autant perdre leur identité. Alors, sur l'identité, on a créé Quartier d'affaires exactement pour ça. Tout est dans le titre. Quartier d'affaires. Quartier, notre identité, notre étendard. Il fut un temps, c'était pas glorieux de dire je suis banlieusard. Moi, je suis, comme dirait Kerry James, banlieusard et fier de l'être. Banlieusard des années 90, banlieusard dans son identité, banlieusard dans la vision, dans la façon d'être. Et banlieusard, il y a plusieurs façons d'être banlieusard. Et évidemment, la jeunesse d'aujourd'hui en banlieue n'est pas celle de ma banlieue des années 90. Mais comme d'autres sont fiers de leur Corse, fiers de leur ruralité, eh ben, je trouve qu'il faut être fier de ces territoires, de nos territoires, qui amènent beaucoup à l'économie française et d'une manière générale au pays. La culture, la musique, l'alimentation, même si je ne suis pas fan de la street food, la mode, la sacoche, la casquette Louis Vuitton. Vous vous rendez compte que le leader mondial de la mode et du luxe, aujourd'hui, s'inspire de la banlieue. Donc ça, il faut en être fier. Mais il n'y a pas d'organisation patronale, il n'y a pas d'organisation d'entrepreneurs, il n'y a pas d'organisation et de structuration dédiée aux entreprises dans ces territoires. Il existe des associations nationales dédiées à d'autres sujets en banlieue, des sujets plus sociaux, des sujets urbanistiques de logement. Mais sur le sujet économique, il n'y en avait pas. Donc on a créé ça, évidemment, quartier d'affaires pour cela, et pas uniquement pour se fédérer, juste pour réfléchir, mais surtout pour trouver des choses très concrètes. Je vous ai cité la caisse à outils, la formation du dirigeant, le chiffre d'affaires et la réduction des charges. On commence par là avec un forum économique. C'est déjà une base énorme. Et on n'a pas envie de perdre notre identité. On n'a pas cherché dans le titre, dans quartier d'affaires, on n'a pas cherché à gommer banlieue, quartier ou autre chose. On dit ce qu'on est et on est fier de l'être. Donc, au contraire, loin de perdre notre identité, on la cultive et on cultive notre différence. Le deuxième point, ça concerne le label Made in Banlieue. Ce n'est pas un label marketing, qui a un vrai référentiel. On a été chercher, dans tout ce que nous avons fait, on a visé l'excellence, c'est-à-dire faire les choses avec les meilleurs. Le forum économique, je pourrais vous raconter avec qui on l'a fait. La première édition, on l'a faite avec un groupe qui s'appelle Auditoire. Auditoire, je pense, sauf si vous êtes dans l'événementiel, ça ne vous dira rien du tout. Mais si je vous dis cérémonie d'ouverture des JO, cérémonie de fermeture des JO, le pont neuf, le drapeau bleu, blanc, rouge au-dessus, eh bien c'est eux. C'est l'une des meilleures entreprises d'événementiel de France, présente sur les 5 continents. Donc on a monté ce forum, on a été les convaincre. Donc on a fait la même chose sur le label, on a été chercher l'AFNOR. Je ne vous dis pas que ça a été facile, hein. Arriver chez l'AFNOR, pousser la porte et dire bonjour, on voudrait monter un label qui s'appelle Made in Banlieue. Il a fallu quelques discussions avant qu'on nous dise oui. C'est pas acquis. Et donc l'idée, c'était de faire quelque chose de très concret. Le concret, c'est quoi? C'est que l'économie est au service du développement social. Ça veut dire que ce label doit générer du chiffre d'affaires pour les TPE-PME pour qu'elles puissent recruter localement. On a 18% de taux de chômage. Donc on fait ça pour gagner des sous et on fait ça pour faire du bien dans ces territoires. Dans le label, vous avez 25% de vos effectifs. Les entreprises s'engagent à recruter 25% de leur personnel dans les quartiers. Ils s'obligent aussi à recruter au moins un stagiaire
de troisième, de terminale, de lycée pro, de lycée général, de ce que vous voulez, mais un stagiaire minimum par an, par tranche de 5 salariés. C'est très concret. C'est pas juste un label où on met un coup de tambon, on fait de la communication, on dit c'est sympa, on aime bien, on est banlieue friendly. Non, il y a du concret derrière. C'est pour ça qu'il y a aussi un niveau d'exigence. Le label Made in banlieue, c'est pas quelque chose qu'on va distribuer. Il y a un référentiel et il faut le respecter pour que ça reste qualitatif et qu'on reste dans cette culture de l'excellence. J'aimerais, et je sais elle produit de l'excellence, cette banlieue, j'aimerais qu'elle le fasse aussi en économie. Il y a une dame qui voulait. Oui, je parle aussi comme ça. Jeanne, je travaille pour un candidat des municipales de Saint-Étienne pour le moment. J'ai une question. Est-ce que vous allez labelliser aussi les grandes entreprises parce qu'elles vont justement avoir plus de 8% des achats made in banlieue ou faire un certain nombre d'actions sur les territoires? Est-ce que vous allez labelliser des villes dans le futur parce qu'elles auront plus de X entreprises made in banlieue? Est-ce que vous pensez à étendre la labellisation? Et deuxième question, est-ce que vous pensez à un programme de formation un peu booster pour justement les entrepreneurs des banlieues, outre être labellisés? Est-ce qu'il n'y aurait pas à penser des petites sessions, des sessions petites ou grandes de formation particulière pour les aider à aller encore plus loin? Alors, sur la labellisation, labelliser des grands groupes, oui. C'est d'ailleurs pas plus tard que ce matin, j'étais avec le directeur général d'une grande entreprise qui est très intéressée pour être labellisée Made in banlieue. Je ne peux pas vous donner encore le nom, mais on est au niveau ETI. ETI, on est sur du chiffre autour du demi-milliard, 500 millions. Donc oui, on va avoir des grandes entreprises, mais elles ne seront pas toutes labellisées Made in banlieue, parce que ça n'a pas de sens de labelliser AXA ou Bouygues, le Made in banlieue. Ils y sont parfois implantés. Ce serait plutôt les agences, si elles étaient indépendantes. Si vous avez un franchisé Carrefour ou un franchisé Accor qui est intéressé pour être labellisé Made in banlieue, évidemment il le sera. Je ne vais pas aller voir monsieur Sébastien Bazin, président du groupe Accor, pour lui dire tiens, tu vas te faire labelliser Made in banlieue. C'est pas l'objectif. Par contre, ce que nous faisons actuellement avec les grands groupes, c'est que nous, et je peux pas encore vous en citer quelques-uns, mais on a des champions de la grande distribution, des champions de l'assurance, des champions de l'électronique qui vont sélectionner, qui vont s'adresser à leurs fournisseurs pour voir, puisqu'ils n'ont pas attendu quartier d'affaires, Made in banlieue, Aziz-Seni pour faire travailler des fournisseurs en banlieue. Donc c'est plutôt les repérer pour les inciter à se faire labelliser, parce que ce label, c'est une garantie de structuration. Ce label, c'est aussi une remontée de ce qu'on appelle la data, puisque les données, les grands groupes en ont besoin, comme je vous le disais tout à l'heure, dans le cadre de ces directives européennes, pour nourrir leur rapport de responsabilité sociale de l'entreprise, RSE. Donc ça, c'est très précieux, et c'est une des vraies valeurs aussi de ce label. Est-ce que nous allons labelliser des communes ou labelliser d'autres organisations publiques? Pour l'instant, ce n'est pas à l'ordre du jour. On pourrait tout au plus labelliser un quartier d'une ville, mais ce n'est pas à l'ordre du jour. Pour l'instant, on s'adresse vraiment aux organisations, c'est-à-dire associations qui aimeraient travailler, et elles sont nombreuses quand elles relèvent de l'ESS, l'économie sociale et solidaire, ou bien des TPE, PME. C'est notre focus pour le moment. Dernier point concernant votre dernière question sur la formation. Nous avons déjà un programme de formation avec, en partenariat certifié par Audencia, qui est la 6e école de commerce française. Et nous avons un programme qui s'appelle Grandir, qui permet aux chefs d'entreprise de pouvoir bénéficier d'un plan de formation sur 10 mois. Et c'est pris en charge par les fonds de formation, donc ça coûte quasiment rien aux dirigeants. Merci. Une question. Alors bonsoir. Bonsoir. Je m'appelle Gad Ibrahim, déjà pour commencer. Je suis responsable travaux dans une grande entreprise. Bon, je dirais pas de nom.
Et j'ai deux petites questions pour vous. Donc, premièrement, c'est concernant le label. Donc, est-ce que le label, il nous accompagne pour avoir nos certifications ou c'est juste un niveau à atteindre personnellement juste dans notre coin? Et deuxième question, c'est une question plus personnelle, pardon. Donc, comment on passe le cap de travailler seul, avoir confiance en soi-même, à avoir des salariés, leur faire confiance, leur déléguer des tâches pour pouvoir prendre de la hauteur en fait sur notre entreprise? Alors, concernant le label, la question c'était Est-ce qu'on a accompagné? est-ce qu'on est accompagné? La question est intéressante. Oui, vous êtes accompagné par l'association Quartier d'Affaires. Vous pouvez même déléguer ça à une société partenaire qui peut s'occuper pour vous de toute la gestion, mais c'est très rapide. Mais non, vous n'êtes pas largué, vous n'êtes pas tout seul. L'association, elle est là aussi pour vous donner des conseils. Mais vous savez, on imagine que c'est très compliqué, mais c'est vraiment des documents que vous avez à portée de main ou à portée d'expert comptable. C'est très rapide à monter comme dossier. On a vraiment, et on s'est battu aussi avec l'AFNOR, parce qu'il y a des réflexes très, très procédures. On a la chance, avec Quartier d'Affaires, avec mon expérience, celle d'autres chefs d'entreprise dans Quartier d'Affaires, d'avoir été des TPE, PME. Donc, on a répété 1000 fois, on ne veut pas d'usine à gaz. Il ne faut pas me balancer un truc où je vais devoir passer 4 jours à chercher du papier, à faire du papier, etc. Je n'ai pas le temps, je suis dans une petite boîte, j'ai 5, 10, 50 salariés, j'ai autre chose à faire. Donc, oui à l'exigence, mais une exigence qui soit facilitée. Demandez-moi un papier qui soit compliqué à trouver ou à faire, ne m'en demandez pas 50. Donc, c'est comme ça qu'on est parti avec ces philosophies-là. C'est pour ça que ça a pris un petit peu de temps, mais on y est arrivé. On y est arrivé. Concernant la question du management, grand sujet chez beaucoup d'entrepreneurs, comment on passe de « je suis entrepreneur tout seul, je fais super bien mon travail et il faut que je grandisse, je grandis, comment je délègue ?» Comment faire confiance à quelqu'un qui n'est pas moi, forcément? Comment m'assurer que le travail va être aussi bon que celui que je fais? Alors, on va se dire les choses cash. Il n'y a personne qui fera le travail comme vous le faites. Ça n'existe pas. Pourquoi? Parce qu'on est tous différents. La méthode, l'approche, le temps. Par contre, le résultat, lui, il peut être là. Il peut être satisfaisant. Et en fait, le sujet, c'est de se dire comment je recrute. La plus grosse erreur business que j'ai fait en 20 ans, c'est d'avoir cru, à un moment, il y a une quinzaine d'années, que recruter, c'était facile. Faites-vous accompagner. Si vous vous trompez, ça peut vous tuer. Donc, faites-vous accompagner par des professionnels. Quand je dis professionnels, ça va de la mission locale au cabinet RH. Je ne citerai pas l'organisation publique parce que je trouve que son savoir-faire est perfectible. Tu vois, moi aussi, je peux faire du quai dansé. Mais faites-vous accompagner. Ensuite, quand vous avez quelqu'un, il faut le former. Prendre le temps de la formation, le lui expliquer. Ça prend du temps. Enseigner, c'est l'art de répéter. Donc ça peut prendre beaucoup de temps. Il faut recommencer. Et puis ensuite, avec le temps, on apprend à connaître la personne et à déléguer un petit peu. Sur les premiers recrutements, c'est toujours un petit peu plus long. Après, ça va un petit peu plus vite. Mais vous ne pouvez pas grandir, comme je dis, si vous restez derrière le guidon. Votre rôle de dirigeant et d'entrepreneur, c'est de structurer et de devenir manager. Et ça s'apprend. Pas hésiter aussi à prendre des formations sur le sujet. Mais c'est dur. Je vous l'accorde, c'est dur. J'avais une question moi, de mon côté. Je suis Caïs, dirigeant d'entreprise en QPV. Merci Mohamed pour l'organisation, merci Aziz pour la conférence. Et je souhaitais un avis de la part du président de Quartier d'Affaires, notamment par rapport à l'article 12 du projet de loi de finances de 2026, qui permet à l'ensemble des QPV... Je jette l'éponge, moi. Qui permet à l'ensemble des QPV d'avoir des exonérations fiscales qui sont assez intéressantes.
notamment ici, il y a énormément de porteurs de projets et de chefs d'entreprise. Je voulais savoir ce qu'en pensait le président de quartier d'affaires, si c'était simplement un coup de peinture comme ça a été évoqué tout à l'heure, ou alors un vrai aménagement qui a été fait pour attirer un maximum d'entreprises, de nouvelles entreprises dans ces quartiers. Je ne suis pas au fait de l'article. Comme je ne fais pas de politique, je ne suis pas obligé de dire que je sais tout. Il dit quoi cet article 12 ? Mais l'exonération de la ZFU à tous les QPV. La ZFU, la zone franche, bon, d'accord, ok, c'est le projet qui prévoit le prolongement des zones franches urbaines. Je ne savais pas que c'était l'article 12. La zone franche urbaine est un bon outil s'il est bien utilisé et bien encadré. Le problème avec l'État, c'est que parfois il met en place de très bonnes idées, mais il ne se donne pas les moyens de l'accompagner. Le problème de la zone franche, s'il n'a pas fonctionné en France, l'idée, c'était intéressant de dire à des entreprises, venez dans ces quartiers et en contrepartie, vous aurez des exonérations de charges, bénéfices impôts sur les bénéfices, etc. Mais en face, on n'a pas mis les moyens de contrôle et d'accompagnement. Ce qui a donné des dérives. On a eu des entreprises qui ont acheté des boîtes aux lettres pour pouvoir mettre leur entreprise, bénéficier, et ça a tué le modèle. Aujourd'hui, je pense qu'avec les fichiers croisés de l'administration fiscale et de l'URSSAF, avec les outils IA de détection du personnel, est-ce qu'ils habitent vraiment dans ces quartiers ou pas, je pense que les résultats seront différents et avec moins de coûts pour l'administration et pour l'État en matière de contrôle. Moi, sur la ZFU, et pourtant je suis chef d'entreprise, et pourtant je ne suis pas de ceux qui aspirent à ce qu'il y ait beaucoup de règles et qui souhaitent rajouter des lois et des lois et des lois, ben, je me dis que là, pour le coup, contrôler et bien sécuriser pour que les entreprises qui sont là jouent réellement le jeu de ce pourquoi on les paye finalement avec de l'argent public, ben, je trouve ça normal. Donc je trouve ça positif, le prolongement de la ZFU. C'était une crainte pour beaucoup d'entreprises et on avait la crainte que ça se soit suspendu dans un contexte budgétaire national que vous connaissez tous. Je les ai endormis. Une autre question. Moi, je vais poser une question de Tara Bencharif. Moi, je fais tout ce qui est accompagnement à l'activité d'entreprise dans des structures à mission. Moi, ma question, je suis d'accord sur la zone franche, qui ne fonctionne absolument pas, que ça stabilise la masse salariale avant d'arriver. Et surtout, il y a des activités qui vont les qui s'installent dans les zones franches, et ça fait, voilà. Donc ça, c'est une première chose. La deuxième chose, Je vais te faire une poulette alors. je suis arrivée peut-être un peu tard, vous l'avez certainement dit, avoir votre parcours, c'est peut-être une question inclusive, mais bienveillante, pour savoir comment vous avez passé compte tenu de votre plus jeune âge, parce que moi je vous suis, ça fait très très longtemps de loin, comment vous avez fait de partir, enfin vous êtes parti quasi de zéro, arriver là où vous en êtes. Est-ce que c'est des partenariats? Est-ce que c'est des... comment vous avez fait? Alors, d'où je suis parti? Moi, je suis né au Maroc il y a 49 ans. Je suis arrivé très petit dans un quartier qui s'appelle Le Val-Fouré. Mon père était, Dieu et son âme, était cheminot et ma mère, femme au foyer. Maman. Elle gérait, elle manageait une équipe de 6 enfants dans 60 mètres carrés dans la plus grande cité de France. On n'a pas manqué d'amour. J'avais un papa qui était très dur, très 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 dur. Éducation à la marocaine, à l'ancienne. J'ai travaillé à l'école, pas parce que j'avais envie, mais parce qu'il me disait soit tu travailles, soit ça va barder. Et comme j'avais peur de mon père, j'ai très très bien travaillé. Et j'avais une maman méditerranéenne, les Italiens, les Espagnols, les Marocains, les Algériens, enfin tout le bassin méditerranéen, la mer méditerranéenne qui compensait par amour et protection. On a eu l'essentiel, l'amour, le frigo, il y avait toujours un truc à manger, même si c'était pas ouf, comme disent les jeunes. Les vacances et les loisirs et la culture, la société de consommation, c'était très limité, donc il a fallu se débrouiller. J'ai pas du tout aimé la pauvreté. Pas du tout. Et je me suis toujours dit que je m'en sortirais par le travail en montant la boîte.
On est dans un pays où on n'est pas chez les Américains. Ils ont beaucoup de travers, les Américains. Mais on n'est pas dans un pays où vous pouvez rentrer dans une entreprise, commencer en bas de l'immeuble à distribuer le courrier, et puis un jour vous rêvez d'être tout en haut du building, présider le conseil d'administration d'une multinationale. Ça n'existe pas en France, il n'y a pas d'histoire comme ça. Il n'y a que chez l'oncle Sam que ça existe. Donc je me suis dit, je veux monter ma boîte. Si ça marche, c'est grâce à moi. Si je me plante, ce sera à cause de moi. Et donc je suis parti là-dessus, avec cette volonté, vraiment cette énergie de, pardon, hein, je sais que c'est un peu cash, mais gagner de l'argent et de sortir de là. En Quai d'Orsay, je dirais, de vivre une vraie mobilité sociale. Et donc, j'ai beaucoup travaillé. Certains, on me dit souvent, est-ce que tu as sacrifié des choses? Je n'ai pas sacrifié. En fait, j'ai toujours considéré, je vous parlais du temps, le temps est une ressource, comme l'argent. Vous l'investissez. Vous l'investissez dans la famille, vous l'investissez dans le sport, vous l'investissez dans le travail, vous l'investissez pour vous-même, et vous en attendez un retour. Moi, mon capital temps, très jeune, je me suis dit, je vais le mettre dans le travail, et je vais y aller à fond, du lundi au dimanche. J'ai travaillé énormément. Jeune, je peux vous dire qu'aujourd'hui, à 49 ans, je ne serais pas capable de faire 30% de ce que j'ai donné. J'avais une vraie centrale nucléaire qui fournissait l'énergie. D'ailleurs, ça m'a coûté probablement un peu de santé plus tard. Travailler sur mon projet d'entreprise, sur le développement de mon entreprise, etc. etc. Et avec un mindset, un mental, c'est que personne ne m'inviterait et j'étais attendu nulle part. Donc, il fallait que je prenne les choses, que je prenne mon destin en main, que je prenne mon temps, en fonction de mon rythme, et que je prenne ma place. Et prendre sa place, ça veut dire, quand vous démarrez, que vous n'avez pas de réseau, que vous connaissez personne, ben moi je me suis incrusté. Il y avait des soirées chefs d'entreprise, j'étais pas invité, je poussais la porte, j'y allais. Et je me suis retrouvé dans des endroits où je n'étais pas invité, pas de salon, j'ai resquillé des soirées de chefs d'entreprise, de grands chefs d'entreprise, où j'ai très clairement j'ai fraudé pour rentrer. Alors avec la manière, avec les vêtements, avec le verbe, avec la façon de faire, jamais avec la violence ou l'agressivité. De façon un peu subtile, avec un peu d'humour parfois, etc. Mais parce que je savais que personne n'allait rien me donner. Je raconte comment j'ai rencontré Claude Bébéard, c'est dans mon livre. Je peux vous assurer que quand vous avez quelqu'un qui vous dit « il y a Zidane de l'économie qui vient », ben, beaucoup diraient « ouais, c'est super ». Moi, j'ai vu une fenêtre de tir, je l'ai prise. Et c'est comme ça que je l'ai rencontré, qu'il est devenu mon parrain. Et quand vous êtes au foot et que vous avez Zidane comme parrain, je peux vous assurer que vous apprenez très très vite beaucoup de choses. Sur la vision, sur la façon de faire, la façon de structurer. Et sur l'ambition. Ne pas voir les choses en petit. Pour ça que tout ce qu'on a fait, souvent on dit mais c'est une vision très grande. Parfois on nous a même demandé, tiens, au dernier forum, tu étais là, quotidien, l'émission, vous connaissez tous Yann Barthès. Le journaliste me tend le micro en me disant mais un forum économique des banlieues organisé dans le 16e, est-ce que vous trouvez ça normal? Je dis mais qu'est-ce qui vous permet de poser une telle question? Est-ce que vous avez demandé au président du Salon de l'Agriculture pourquoi ils organisent un salon ruralité au cœur de Paris et pas en Lozère ou en Corrèze? Pourquoi à la banlieue, il faudrait toujours le fameux « reste à ta place ». Je suis là, t'es content, t'es pas content, c'est pareil. Donc, il faut savoir s'imposer aussi, et je crois que j'ai poussé le curseur un peu loin sur le sujet. Et c'est pas donné à tout le monde. C'est un tempérament, c'est un caractère, mais je le dis à tous les jeunes qui sortent de quartier, allez-y à fond. On vous donnera rien. Hein. On vous donnera rien. Il n'y a personne qui vous enverra un carton d'invitation ou qui vous dira « Viens mon petit ». Personne. Levez-vous, battez-vous, avec méthode, avec stratégie, avec intelligence. Votre avenir, il faut le construire. Les opportunités, elles vont se chercher. Donc voilà comment j'en suis arrivé aujourd'hui. Et sur le chemin, je me suis découvert un petit peu parce que
une fois qu'on a de l'argent pour manger 3 fois par jour, pour partir en vacances, je me suis marié. Il faut donner un petit peu du temps à son conjoint. Je suis devenu papa. J'ai appris beaucoup de choses en devenant papa aussi, donner du temps à son fils. Donc l'être humain se transforme au fur et à mesure de son parcours. Et on essaye tous de trouver un équilibre. Donc aujourd'hui, j'ai un équilibre. Je fais des choses que je n'aurais jamais fait au début. Je sacrifiais mes week-ends. Aujourd'hui, le vendredi soir, je peux vous assurer qu'il peut y avoir un ministre qui m'appelle pour me dire qu'il faut être à samedi à Paris. Je lui dis non. Mon week-end, il est pour ma famille, il est pour mon fils et pour ma femme. Donc après, il faut retrouver un équilibre. Je dis ça parce qu'ils sont dans la salle et #Fayot. C'est mon fils qui applaudit, il est content. Et une autre question? Dans ce cas-là, moi je suis responsable de secteur pour une grosse société d'assurance à Michel. J'ai une question plus d'ordre personnel. Est-ce que vous avez eu des obstacles à rentrer dans ces réseaux-là? Parce qu'à l'ère du temps aujourd'hui où la politique s'extrémise, plutôt du communautarisme, plutôt que de trouver des liens dans toute je dirais, typologie sociale, est-ce que vous avez eu des contraintes à former un club d'affaires, un quartier d'affaires, un forum des banlieues, faire un forum à Paris même? Ou est-ce que finalement c'était qu'un spectre de dire en gros je vais avoir des obstacles ou on va mettre des barrières parce que je suis de telle communauté, je ne suis pas de leur caste? Ou secondairement, vous n'y avez pas forcément. Alors, des obstacles, j'en ai eu. 1001. Des obstacles de discrimination, j'en ai eu. Mais j'en ai jamais fait état. J'en ai fait état dans les livres, mais j'en parle jamais. Pourquoi? Parce que je ne veux pas donner aux jeunes ce sentiment qu'ils peuvent avoir une excuse qui est celle de la discrimination. Elle existe, elle est chiffrée. Je l'ai vécue, mais je m'en suis jamais servi. J'ai même appris une chose. C'est que celui qui discrimine, il est plus malheureux que moi. Celui qui me voit autrement que comme moi je me vois, c'est lui qui est malheureux, c'est pas moi. Et j'ai décidé il y a très longtemps de ne pas accorder de pouvoir au regard qui est porté sur moi. Que tu veuilles que je sois français ou pas, que tu considères ma religion comme bien ou mauvaise, ça m'importe peu. Moi, je sais qui je suis, d'où je viens, où est-ce que je vais. Si tu attaches tant d'importance à mon égard, c'est que j'appartiens à ta vie, et je suis rentré dans ta vie, et je te remercie pour ça, mais c'est ton problème, c'est pas le mien, va consulter. Donc, j'ai abandonné ça, et j'ai appris à contourner. J'ai aussi rationalisé. Sur 100 portes auxquelles vous allez aller frapper, il y en a peut-être 90, allez, on va être vraiment pessimiste, 99 qui vont se fermer. Celle qui compte, c'est celle qui va s'ouvrir. Derrière, vous allez avoir, avant de rencontrer Claude Bébéard, le patron d'AXA, évidemment que j'avais essayé de demander de l'aide à plusieurs autres patrons. Ça ne veut pas dire qu'ils ont accepté. J'en ai pas fait 100. Mais il a fallu d'un. Il a fallu d'une rencontre avec un banquier, il a fallu d'une rencontre avec un investisseur. J'ai un responsable du développement économique qui, quand j'ai créé ma première entreprise, a pris mon business plan, me l'a envoyé sur le bureau en me disant « il n'y a pas de marché pour ça ». 12 millions d'euros de chiffre d'affaires, 120 salariés, 14 franchises. Monsieur Barlet. Et je sais très bien pourquoi il m'a dit ça. Ma meilleure réponse, c'est celle-là. Monsieur Barlet, il est où aujourd'hui? Petit retraité, petite pension. Je lui souhaite tout le bonheur et de trouver la sérénité. Madame Dalex, professeure d'économie. Aziz n'est pas fait. Il y a mon fils. Aziz n'est pas fait pour l'économie. Aziz n'est pas fait pour l'économie. Madame Dalex. Qu'est-ce que ça veut dire? S'accrocher à ça? Leur donner de l'importance? Je sais très bien que tous ces gens ont dit certaines choses. Quand vous avez une prof d'économie qui fait
une séance sur la mobilité sociale, qui dit 60% des enfants d'ouvriers deviennent ouvriers à leur tour, qui lève la tête et qui regarde une partie de la classe et qui dit « Vous savez ce qui vous attend ». Vous savez très bien pourquoi elle le dit. Madame Dalex, je ne sais pas où elle est aujourd'hui, elle a une petite pension de retraite de prof. Et je pense à elle. La vérité d'un moment n'est pas celle d'un autre. Si on commence à donner du poids et de l'importance aux gens qui ont un jugement négatif, je vais passer ma vie qu'à ça. L'important, c'est pas ce qu'ils pensent, l'important, c'est où est-ce que je veux aller. Et l'énergie que j'y mets. Si je ne le fais pas avec toi, c'est pas grave. Je continue. Les chiens aboient, la caravane passe. Concernant la religion, dans mon dernier livre, je parle de ma foi, de plus que de religion, de spiritualité. On me dit, mais qu'est-ce que vient faire ton voyage à la Mecque avec ta mère dans ce bouquin? Je voulais juste parler de ma foi. Un musulman lambda, français, qui se raconte dans sa spiritualité, dans ce voyage qui est le voyage d'une vie. Je ne parle jamais de ma religion. Pourquoi? Parce qu'on est dans un contexte où cette religion n'a pas la cote. C'est le moins qu'on puisse dire. Donc l'idée, c'est juste de dire, on explique, parce qu'il y a beaucoup de gens aussi de l'autre côté qui ne sont pas forcément des racistes, mais qui ont juste peur. Et la peur, elle est souvent irrationnelle. Et plus que de rejeter, puisqu'on refuse le rejet, on ne veut pas être rejeté, donc ce n'est pas la peine d'appliquer la même chose, c'est plutôt de s'inscrire dans la pédagogie et le dialogue. Un grand homme a dit, prêchez par votre comportement. Donc, essayer d'être dans le dialogue, dans la discussion, essayer d'expliquer. Et les téléspectateurs sur CNews, il y en a beaucoup qui sont en Corrèze, ils n'ont jamais vu un sarrasin de leur vie. Hein. Donc, il ne faut pas leur en vouloir, il faut plutôt dialoguer et discuter avec eux. Et c'est souvent irrationnel, c'est souvent... Et donc voilà, j'ai surmonté ça comme ça, et aujourd'hui, je peux discuter avec tout le monde. On nous a reproché, c'est pour vous dire le stade auquel je suis arrivé, d'un point de vue... au Forum économique, il y a eu un grand débat, puisque l'année dernière et cette année, on fait pitcher les politiques. L'année dernière, c'était des groupes parlementaires, cette année, c'était les partis politiques. Et la question, certains membres de l'équipe d'organisation ne souhaitaient pas que le RM soit présent. Oh, il ne faut pas les inviter. Pourquoi? Ils représentent 9 millions d'électeurs. Je ne suis pas là pour faire de la politique. Donnons-leur la parole. Et M. Jean-Philippe Tanguy, responsable économique au sein du RN, est venu donner sa vision du développement économique. Et ce que je vais vous dire, ce n'est pas moi qui l'ai dit, c'est la presse économique. Ça a été la plus mauvaise prestation. Donc voilà une autre façon de faire les choses. Je suis apolitique, je me répète. Voilà. Alors moi j'ai une question, ça aussi c'est le SAF. Moi je suis dirigeant dans une entreprise stéphanoise, donc de l'informatique. Notamment sur j'ai deux questions. Est-ce que les dirigeants ou néanmoins décideurs qui font partie du réseau, eux qui viennent peut-être du profil de France École, etc., sont prêts à franchir le cap de travailler avec des entreprises qui viennent de banlieue? Déjà, ça c'est la première question. Ensuite, une question plus pragmatique. Pour être labellisé Made in banlieue, j'ai vu qu'il faut être dans une certaine zone. Et je ne sais pas s'il y a une marge qui est autorisée ou pas. Ça, c'est plus simple. Mais, notamment sur la première, étant donné que effectivement, ces directeurs achats qui viennent de grandes écoles, qui sont dans des grands groupes, qui viennent des écoles de commerce ou autres, sur des milieux qui sont différents des nôtres, hein, même des écoles publiques, etc. Est-ce qu'ils sont prêts, eux, à franchir ce cap, à travailler avec des petites entreprises comme nous qui viennent de banlieue avec des profils un peu différents? Alors les directeurs et les directions d'achat sont totalement prêtes à travailler avec n'importe qui. Leur philosophie, elle est très rationnelle. Je source un fournisseur. Est-ce que ce fournisseur va faire le travail? Est-ce qu'il va le faire dans les délais? Est-ce qu'il va être réactif comme il s'était engagé? Est-ce que la qualité et le prix sont là? Le reste,
c'est de la philosophie et ça ne les intéresse pas. Ils ont aussi leurs objectifs. Un directeur d'achat, c'est quelqu'un qui a des contraintes, qui lui-même a une hiérarchie, a lui-même des objectifs à atteindre. Donc il faut les comprendre. Et ça, on l'explique aussi au sein de quartiers d'affaires. Donc est-ce que les directions d'achat ont envie de travailler avec le TPE-PME? Oui, quelle qu'elle soit. Qui que vous soyez comme dirigeant, grand, petit, jeune, vieux, homme, femme, c'est pas le sujet. C'est vraiment pas le sujet avec les directions d'achat. Et Jean-Luc Barras, qui est directeur, qui est président du Conseil national des achats, qui est directeur des achats monde du groupe Eiffage, et membre du conseil d'administration de Quartier d'Affaires, il est originaire d'un quartier. Il est originaire de Senon. C'est en Nouvelle-Aquitaine. Donc c'est quelqu'un qui est très attaché à ces sujets-là. Donc vous avez aussi des tas de gens dans ces postes et à ces directions qui sont sensibles, qui ont parfois grandi, qui ont parfois, par les liens d'attache personnelle, un lien avec ces quartiers. Donc ils les connaissent et ils savent très bien qu'il y a des gens très sérieux, des boîtes très sérieuses, etc. Mais ils ne savent pas, ils ont des contraintes professionnelles. Et c'est ce que le label Made in Banlieue est venu régler en leur disant, nous, on va vous labelliser des entreprises qui vont cocher toutes les cases. Vous pouvez y aller presque les yeux fermés. Nous, ce qu'on dit aux grands groupes, il y a un certain nombre de cases qui vont être cochées, on sécurise au maximum. Par contre, la prestation et le prix, ça, on ne s'en occupe pas. On vous les présente, ces entreprises, elles sont labellisées, mais quartier d'affaires, moi, l'équipe du label, on n'est pas spécialisé sur les produits de nettoyage. Est-ce qu'ils utilisent les bons produits? Est-ce que la société labellisée, si elle est dans le secteur du nettoyage, est-ce qu'elle utilise les bons produits? Est-ce qu'elle a les bonnes normes environnementales, etc. Si elle est dans la sécurité, est-ce qu'elle a toutes les bonnes certifications, etc. Ça, c'est vous le contrôlez, et puis le deal commercial, c'est entre vous. C'est pas à nous de faire le devis et de négocier commercialement. Ensuite, sur la marge, concernant la distance, j'aime bien prendre l'expression, justement, comme on parlait des ZFU tout à l'heure, vos ZFU, c'est vraiment au trottoir près. Si vous êtes sur le mauvais trottoir, en face, la ligne s'arrête. Si vous êtes sur le trottoir d'en face, vous n'y avez pas le droit. Nous, on n'est pas l'URSSAF. Donc, on regarde au cas par cas la distance, l'implantation. On est assez souple. C'est dans ou à proximité immédiate, et à proximité immédiate, on juge. Je peux te reprendre le micro. On va juste basculer à l'étage parce qu'on doit libérer les locaux pour 21h. Donc vous allez pouvoir continuer à échanger avec Aziz et échanger entre vous là-dessus. Dernière question. Une dernière question? Bon, le patron a parlé, une dernière question. Alors il y avait... Une femme. Ah. Tu laisses ta place? Bon, elle va très bien. Donc moi c'est Elia Mino, je suis étudiant en master en développement international et accessoirement commercial dans une société de numérique. Je me posais la question justement dans le cadre des entreprises labellisées par votre label, quelle place accordez-vous aux étudiants et aux futurs étudiants etc. Et comment envisagez-vous leur contribution concrète au développement de ces sociétés grâce à ce label? Le label, il a une contrainte, c'est la prise de stage. L'entreprise qui aspire à être labellisée ou à être relabellisée doit démontrer qu'elle recrute au moins un stagiaire par tranche de 5 salariés. Donc ça, c'est la contribution immédiate et directe au côté jeunesse. Après, évidemment, le label, il est ouvert aussi aux jeunes entrepreneurs. S'ils ont plus d'1 an, qu'il ait 18 ou 70 ans, le label est aussi fait pour tous les dirigeants et dirigeantes. Allez, donc on va pouvoir prolonger les échanges là-haut. On est un peu serré au niveau time. Juste, je voulais vraiment remercier Géraldine et Didier de l'association Espace pour la mise à disposition des locaux. Je tiens à remercier Monsieur Ahmed Baman pour sa contribution à l'organisation. Je remercie aussi mon équipe, Camélia, Dylan, qui ne sont pas là, mais qui m'ont aidé aussi à préparer. Et bien évidemment, remercier Aziz pour sa participation, sa sincérité. Et je vous invite à passer à l'étage.